Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la troisième édition de la pause discussion. Aujourd'hui, je reçois François Scruer, qui est militant, conseiller communal éco-socialiste à Liège. Bonjour, monsieur Scruer. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Comme première question, j'aimerais vous demander pourquoi et comment vous êtes devenu militant urbain. Ah, c'est une longue histoire. Écoutez, quand j'avais 10-11 ans, mon papa était abonné à plusieurs journaux et je me suis mis à faire une revue de presse sur la ville et je me passionnais, comme beaucoup de Liégeois d'ailleurs, pour tous les travaux, les changements dans la ville, etc. C'était l'époque du tunnel de Cointe, de la place Saint-Lambert, du début de la guerre des Guillemins. On arrivait, enfin pas tout à fait, mais on allait arriver au concours de la guerre des Guillemins, etc. Et donc c'est vraiment une vieille histoire pour moi. Et puis quand je suis revenu à Liège après avoir étudié à Louvain et à Bruxelles, je me suis engagé dans le combat contre l'autoroute Sorix-Sozo-Bouffailly, qui était pour moi vraiment l'emblème de tout ce qu'il fallait plus faire. Et on a lancé un mot d'ordre qui était assez simple, qui disait oui au tram, non à l'autoroute. On disait il faut utiliser le budget de l'autoroute plutôt pour faire du transport public. Il y a vraiment un problème de transport public à Liège, d'ailleurs, qui est loin d'être réglé. Et c'est sur cette base-là qu'est née l'association Urbagora, dont j'ai été le président puis le coordinateur pendant une quinzaine d'années. Et donc c'est aussi ça qui m'a amené à m'engager en politique. L'engagement politique, pour moi, a vraiment été une manière de porter dans la sphère publique des préoccupations, des idées, des propositions qu'on estimait trop peu représentées, moi et les gens qui m'entouraient. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez profond. Et voilà. Et donc ouais, c'est une vieille histoire. Et selon vous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la mobilité à Liège? Là, ça c'est un gros dossier. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un énorme problème de mobilité qui est général. Ce problème concerne, enfin, je pense que tous les gens qui fréquentent quotidiennement, notamment le centre-ville, se rendent compte que la mobilité est compliquée aussi bien en voiture qu'en transport public, qu'à vélo, et même les piétons, en fait, dans bien des cas, ne sont pas à la fête. Et donc, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un énorme problème. Ensuite, les réponses, elles sont de divers ordres. Elles sont pas que techniques. Il y a bien sûr une nécessité de revoir un certain nombre de choses, de penser différemment la mobilité. Mais je dirais, la première chose, c'est peut-être aussi de penser notre rapport à la mobilité. Aujourd'hui, on est entré dans un cercle vicieux qui fait que se déplacer est très très compliqué. Et donc la voiture apparaît dans bien des cas comme la seule solution. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui même utilisaient le bus avec le désastre qui est aujourd'hui la réorganisation du réseau de bus se tournent à nouveau vers la voiture, font des déplacements en voiture. Voilà, notamment voilà, hier soir, j'ai été rechercher ma maman qui était à un concert en ville et qui avait plus de bus pour remonter simplement. Et donc j'ai fait le trajet en voiture pour aller la remonter chez elle. Et plein de gens font ce choix. Et ça nous amène aujourd'hui dans une situation où plus de 80% des déplacements en ville, 80% des longueurs de déplacement sont faites en voiture. Et ça, c'est pas tenable. C'est pas tenable simplement pour déjà pour la pollution de l'air. C'est pas tenable en termes d'engorgement. On est dans une ville qui est très très complexe en fait. Le coteau, le bâti ancien, le fait d'avoir des rues plutôt étroites dans pas mal de quartiers, fait que on n'a pas, comme dans d'autres villes, la possibilité de faire des immenses boulevards urbains avec toutes sortes un site propre bus, un site propre vélo, des espaces généreux pour la voiture, etc. Donc il faut faire des choix. Et il y a une certitude techniquement, c'est que si on parvenait à utiliser un peu moins la voiture, au lieu de faire 80% des déplacements, en faire par exemple 70 ou 60, 60 ce serait vraiment super, ben, on résoudrait déjà énormément de problèmes. Donc ça c'est une première chose, et donc on doit parvenir à faire des choix dans la ville qui non pas vont, moi je ne veux pas éradiquer la voiture, je pense que la voiture est un outil indispensable pour toute une série d'usages, pour des personnes aussi qui, par exemple, ont du mal à se déplacer, etc. Mais je sais que si on utilisait la voiture là où elle est pertinente, là où elle est vraiment l'outil efficace, eh bien, on résoudrait beaucoup de choses. Ensuite, bah, clairement, il faut s'attaquer au transport public, qui est un enjeu majeur, et plusieurs choses par rapport à ça. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez, parce que si vous me lancez sur le sujet, je peux être un peu prolixe, mais moi je dirais la première chose, c'est qu'il faut arrêter de penser le rail et le tech comme deux réseaux différents. Dans toutes les villes où ça fonctionne bien, déjà à Bruxelles, mais vous allez à Paris, vous allez dans toutes les grandes capitales, bah, vous avez un type de transport, vous passez aussi bien du réseau RER
au réseau bus, train, tram, enfin, vous utilisez tous les réseaux avec un seul titre de transport, il y a une seule carte, etc. À Liège, on a un formidable réseau de trains qui pourrait être utilisé non seulement dans le milieu urbain, il y a des gares à rouvrir, par exemple à Cornillon, au Vennes, dans le quartier Saint-Léonard, à Quincampoix, pour ne prendre que Liège. Mais le train, c'est aussi un moyen qui permettrait de relier Liège à son grand hinterland, à son aire urbaine, comme on dit, d'aller jusqu'à Waremme, jusqu'à Huy, jusqu'à Verviers, jusqu'à Maastricht, avec des trains au quart d'heure. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à parler d'un RER. Et ça changerait énormément de choses. Avec l'idée de dire on va inciter les gens à mettre leur voiture près d'une gare là où ils sont, plutôt que de les amener en voiture jusqu'au quasiment au centre-ville, et puis d'avoir à gérer les dernières centaines de mètres ou les quelques derniers kilomètres. Ce modèle-là, à mon avis, c'est le meilleur modèle pour Liège. C'est que les gens qui habitent le plateau d'Herve, eh ben, ils iront par exemple à une gare située sur la gare TGV, sur la ligne TGV, du côté de Herve ou de Bâtisse. Les gens qui habitent la vallée de l'Ourthe, eh ben, ils iront plus volontiers, plus facilement à une gare à Esneux ou à Rivage ou ailleurs, etc. Et donc parvenir à penser l'accès dans la ville autrement qu'en voiture, ça c'est vraiment une clé. Avoir un réseau unifié, avoir un type de transport unifié. Ensuite, il faut affronter la question de la capacité. Et à Liège, on a trop peu anticipé, on anticipe trop peu les besoins. Et on le voit d'ailleurs, le tram aujourd'hui est déjà rempli, très rempli, voire trop rempli. Et c'est un peu partout, enfin c'est un peu systématique cette histoire. Hein. Donc on a des bus qui se remplissent, les gens n'en peuvent plus et ne finissent par ne prendre le bus que les gens qui n'ont vraiment pas le choix. Nos bus ressemblent bien trop souvent à des bétaillères dans lesquelles on est comprimé, et notamment je pense que tous les jeunes, tous les étudiants du secondaire et du supérieur savent de quoi je parle, parce que c'est eux les premiers utilisateurs du bus et ils l'utilisent aux heures de pointe. Donc quand on voit les bus qui vont au Sartillement, ou qui vont à Gemep, ou qui vont dans les sites où il y a beaucoup d'étudiants, on a vraiment un problème. Et pourquoi on a ce problème? Parce que le tech fonctionne depuis toujours de manière réactive, c'est-à-dire il observe ces lignes, et quand il voit que c'est trop chargé, et il le voit pas toujours tout de suite, parce qu'il le voit notamment à travers les validations des titres de transport sur les bornes. Or, on sait bien que tout le monde ne valide pas, même les gens qui sont abonnés, parfois juste n'arrivent pas à la borne, etc. Et donc le tech observe quand c'est saturé, et quand c'est saturé, il se met à chercher une solution pour renforcer l'offre. Il n'y a aucune approche anticipative, prospective. Or, aujourd'hui, on a absolument besoin de ça. On a besoin de ça parce que on a des engagements en matière climatique, on a des perspectives en matière d'énergie qui sont quand même préoccupantes, on a des projets urbains qui se déploient le long de certaines lignes, et idéalement, le transport et l'urbanisme, c'est bien quand on les pense ensemble. On parvient à mettre à côté d'un axe de transport les développements urbains. Et donc tout ça fait qu'on doit beaucoup plus anticiper les besoins. Et quand on anticipe ces besoins, déjà rien quand on regarde la situation actuelle, mais a fortiori quand on les anticipe, on voit que Liège a besoin de capacité de transport, de masse capable de transporter des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur certains axes chaque jour. Et donc, on n'a pas vraiment pris cet angle-là aujourd'hui. Le tram est effectivement un mode capacitaire, mais vers lequel on a rabattu toutes les lignes, et les usagers en payent lourdement les frais, ce concept où il faut aller au tram, prendre le tram, rechanger pour prendre un bus. Ça a pour effet d'avoir un tram qui est vraiment très très rempli, et même dans certains cas, on n'arrive plus à monter dans le tram à certaines heures parce qu'il y a trop de monde aux arrêts, il faut attendre une rame, deux rames qui passent. Donc il faut aller vers un système plus maillé. Maillé, ça veut dire qu'on fait des boucles, ça veut dire qu'on ne rabatte pas tout vers un point central. Et un réseau maillé, un système maillé, c'est un système qui est plus robuste aussi. Voilà, je passe un peu en revue des principaux enjeux, mais donc de la capacité, du maillage, de l'intermodalité, c'est vers ça qu'on doit aller. Et voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est vraiment mon domaine d'expertise, entre guillemets, et je constate que à Liège, il y a eu beaucoup de travail sur beaucoup de sujets. Par exemple, il y a eu un travail remarquable sur les infrastructures culturelles, il y a un travail social qui est mené depuis longtemps et qui fait de Liège une ville assez emblématique en termes d'accueil de travail social. Sur le plan de la mobilité, on a du travail à faire. On a du pain sur la planche. On vient de parler de mobilité. Comment est-ce qu'on pourrait encourager l'utilisation du vélo à Liège? Alors le vélo, c'est
c'est vraiment un truc merveilleux, le vélo. C'est une des plus belles inventions qui soit. C'est un truc qui permet, avec juste la force musculaire, avec un investissement très 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 limité en matière, quelques tubes d'acier, deux chambres à air, deux pneus, enfin quelques câbles, c'est vraiment pas grand chose un vélo, et ça permet en fait de démultiplier la force humaine d'une façon incroyable. Et le vélo, ça a que des avantages. Alors, certes, tout le monde ne peut pas faire du vélo. Il y a des personnes qui sont parfois simplement pas capables de le faire. Je sais bien que la pente impressionne beaucoup, mais il suffit d'aller aux Pays-Bas pour voir que le vélo peut être très très partagé, peut être un mode de transport utilisé par vraiment beaucoup de gens, y compris, vous voyez, des personnes âgées de 75 ans qui viennent faire leurs courses à vélo, c'est tout à fait banal aux Pays-Bas. Et donc le vélo, ça a que des avantages. Pour l'individu, ça coûte pas cher, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture, ça maintient en bonne santé. Les gens qui font du vélo ont une espérance de vie significativement plus élevée que les autres. Ça a d'énormes avantages aussi pour la collectivité. Ça désengorge la ville de façon massive. Sur une bande de 2 mètres de large, vous pouvez, ou de 3 mètres, vous pouvez faire passer soit une file de voitures avec un certain nombre de voitures qui passent par heure. Et vous utilisez la même bande pour le vélo, vous allez faire passer 2, 3, 4 fois plus de personnes. Donc c'est un mode de transport très efficace. C'est un mode de transport qui ne sature pas l'espace urbain parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de place pour stocker les vélos. Le parking de vélos au centre-ville est beaucoup moins problématique que le parking des voitures. Ça contribue à améliorer la qualité de l'air. Enfin voilà, il y a des avantages innombrables. Ça a un effet sur la sécurité sociale. Par exemple, vous savez que les comptes publics aux Pays-Bas se portent mieux, notamment parce que les résidents, les habitants des Pays-Bas sont en meilleure santé. Et un des facteurs principaux, c'est le vélo. Bref, le vélo, c'est formidable. Alors, votre question, comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça? D'abord, on fait des infrastructures. Et donc, des infrastructures, ça veut dire un réseau continu, protégé. Donc, hors de question que les voitures puissent aller dessus. Aujourd'hui, on voit les pistes cyclables qui servent parfois de bande de déplacement pour les voitures, où des gens remontent des fils sur la piste cyclable. Bon, c'est insupportable comme attitude, mais c'est quelque chose qui est courant à Liège. Donc, un site protégé continu, ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas faire des bouts de pistes cyclables ici et là. Il faut pouvoir monter sur un réseau et rester dessus. Il faut qu'il soit bien signalé, il faut qu'il soit entretenu, il faut qu'il ait une largeur suffisante pour qu'on puisse rouler confortablement. Il faut qu'il ait une pente pas trop élevée. Donc, il faut travailler ces questions-là. Il y a des enjeux d'entretien, je ne sais pas si je l'ai dit. Et en fait, c'est ce qui se passe. Quand on va voir, là, je trouve que j'ai eu la chance, il y a quelques jours, j'étais invité à Grenoble pour un colloque. J'ai été à ce colloque à Grenoble, j'en ai profité pour rencontrer notamment les élus municipaux, enfin plusieurs élus municipaux de Grenoble. Et puis je suis passé à Lyon aussi, Lyon, Grenoble, c'est le cas aussi à Bordeaux, c'est le cas aussi à Paris, c'est le cas aussi à Strasbourg, c'est le cas aussi dans plein de villes. Et là, je ne parle plus de la France. Si on parle des Pays-Bas, du Danemark, c'est encore plus impressionnant. Aujourd'hui, la plupart des villes européennes sont en train de mettre en place ces réseaux structurants, des réseaux qui permettent de circuler facilement à vélo, en toute sécurité, et Liège doit le faire aussi. Alors, objectivement, il y a certaines difficultés à Liège, notamment cette question de l'étroitesse des voiries à certains endroits, et donc il y a des choix parfois un peu plus difficiles à poser, mais ces choix aujourd'hui, ils s'imposent, parce que le vélo, voilà, enfin, comme je l'ai dit, c'est un mode de transport qui est beaucoup plus accessible que la voiture, et donc il y a vraiment un enjeu social aussi dans le fait de permettre, par exemple, à la jeunesse de se déplacer à vélo. Il y a un enjeu de désengorgement de la ville. Le vélo pourra amener beaucoup plus de gens au centre-ville que la voiture, etc. Donc là, il est temps. Il se trouve que j'ai été nommé par le bourgmestre, Willy Demeyer. Notre bourgmestre m'a confié la présidence de la commission des modes actifs de la ville de Liège, dont le travail va être précisément de faire des propositions et d'avancer dans cette idée d'un réseau structurant, cyclable. Alors, c'est pas le seul enjeu pour le vélo, évidemment. Il y a aussi l'enjeu du stationnement, notamment, qui est vraiment très important, qui est pas si simple, parce que notamment aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas le vélo parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour le stocker en sécurité, notamment des gens qui habitent dans des immeubles et appartements où il y a un garage pour voiture, mais pas forcément un box sécurisé pour vélo, ou pas assez grand, pas assez accessible, etc. Et donc, le fait d'avoir dans chaque immeuble, dans chaque école, dans chaque entreprise, dans chaque service public, un espace de stationnement sécurisé, accessible, de plein pied, pour le vélo, je dirais, c'est le deuxième enjeu. Et puis, il y a sans doute, il y a d'autres enjeux en termes de sensibilisation, en termes de formation au vélo aussi.
Il y a des initiatives très chouettes qui permettent à des publics qui n'ont... Le vélo, en fait, c'est une culture. Et donc, ça se transmet, les parents font rouler leurs enfants à vélo, etc. Et il y a des milieux qui n'ont pas cette culture-là, et c'est pas un souci. Mais donc, il y a des associations aujourd'hui qui proposent à des publics qui sont éloignés du vélo, parce que le vélo, c'est un truc un peu bizarre, un peu pas rassurant, etc., de se mettre en selle et d'affronter le trafic, ce qui est effectivement quelque chose de pas simple. Parce qu'en fait, il y a un paradoxe assez dingue avec le vélo, c'est que le vélo est le mode de transport qui coûte le moins cher, mais qui est utilisé, qui est le plus utilisé par les classes supérieures. Et donc, les cyclistes, c'est un constat sociologique, sont plutôt des hommes, pas très âgés, mais des travailleurs qualifiés. Ça, c'est plutôt le profil des cyclistes. Et donc, il faut absolument avoir une attention pour que le vélo puisse se démocratiser, puisse aller vers le monde populaire, vers les femmes, vers des gens qui s'en sentent éloignés. Et historiquement, c'était ça. Mon grand-père, qui était ouvrier papetier à Malmedy, il se rendait à l'usine à vélo. C'était pas du tout un bourgeois qualifié, c'était un ouvrier dans une papeterie. Et donc, il faut renouer avec cette histoire populaire du vélo, je dirais. À Liège, bah, voilà, il y a tout ça pour, il y a tout ce qu'il faut pour. Quelle forme de participation citoyenne aimeriez-vous améliorer à Liège? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la participation. Moi, ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que on est aujourd'hui dans une démocratie qui est menacée. Donc, là, je sors peut-être un peu de Liège, mais ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec le trumpisme, avec la montée des totalitarismes un peu partout, avec des autoritarismes, avec les menaces de guerre, avec l'extrême droitisation du paysage, c'est que la démocratie elle-même devient de plus en plus fragile. Et on voit là maintenant, par exemple, une attaque qui est très clairement en cours contre tout le milieu associatif. Et le milieu associatif, c'est un pilier de notre démocratie sociale. Je suis très inquiet. Je suis vraiment très inquiet de ce que ça signifie, parce que nous avons en Belgique, en Wallonie et à Liège encore plus fort, un tissu incroyable d'associations grâce à des unités publiques et qui jouent un rôle social essentiel. Et des lieux comme ça, il y en a des centaines. Et ces lieux, ils sont des lieux d'inclusion sociale. Ils sont des lieux qui permettent à plein de gens, et notamment à plein de jeunes, de mettre un pied dans la citoyenneté, de se sentir partie de la société, de s'exprimer, d'avoir l'occasion d'être écouté. Et donc, voilà, la première chose, c'est ça. Et donc, face à cette attaque, la démocratie, ça doit être aussi la démocratie électorale, parce que c'est là que ça se passe, la démocratie parlementaire. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans une idée de dire qu'ils s'engagent comme citoyens, mais les partis, c'est un truc dont ils se tiennent éloignés, les partis apparaissent comme quelque chose d'un peu toxique, etc. Je crois qu'on doit renouveler ce point de vue-là, et on doit le renouveler juste parce que c'est une condition vitale pour que perdure un certain nombre de fondamentaux de notre vie démocratique. Il faut avoir une majorité parlementaire dans les différents niveaux de pouvoir qui garantit la persistance de la liberté de la presse, de la liberté associative, du financement des contre-pouvoirs, de toute une série de choses qui sont essentielles. Et là, je dis aux gens qui nous écoutent, voilà, on est en train de changer d'époque. Et cette époque, le mouvement face auquel on se trouve est résistible. On peut y résister, mais ça appelle une mobilisation massive, et notamment une mobilisation de la jeunesse. Et là, il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut agir. Alors, pour en venir quand même sur la question de la participation, on vit aujourd'hui effectivement une époque où il y a une demande très forte de participation. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. La première, c'est que la démocratie, à mon sens, c'est un processus émergent, irruptif. C'est-à-dire, on ne peut pas cadrer d'avance toutes les formes de la démocratie. La démocratie, c'est à un moment des gens, des groupes de gens qui ont quelque chose à dire et qui se font entendre. Et par définition, les gens qui se font entendre, ils ne le font pas forcément dans les cases qu'on avait prévues pour eux. Et donc, la démocratie sociale, pour moi, c'est d'abord un état d'esprit qui consiste à être à l'écoute.
accepter d'être mis en question, accepter que quand il y a une parole citoyenne qui s'exprime, elle va pas forcément s'exprimer dans les cases. Et de ce point de vue-là, voilà, j'ai peut-être une réserve pour cette raison-là, avec une participation qui serait trop cadrée, trop organisée, trop cadenassée, et cette participation un peu voilà, habituelle en fait, comme on la rencontre souvent, c'est aussi une participation qui, dans les faits, donne la parole à un milieu social en particulier. Le milieu social des gens qui ont les codes, qui ont les ressources, qui ont le temps, qui ont... Et donc, on va se retrouver avec des organes de participation dans lesquels on va retrouver tout le temps les mêmes personnes. Et souvent, c'est des personnes intéressantes, investies, qui ont des bonnes idées, etc. Mais la démocratie, ça doit être un processus qui brasse tout le monde. Ça doit être un processus qui permet à chacun de s'exprimer, y compris ceux qui se sentent pas légitimes pour aller dans ces espaces de participation, y compris ceux qui n'ont pas le temps parce qu'ils bossent le soir, parce que, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, les conditions de la démocratie, dans le petit document que vous m'aviez envoyé pour préparer, vous parlez aussi de transparence, je crois que c'est vraiment un enjeu très important aussi. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'information utile soit accessible. Moi, c'est un combat sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est si on veut qu'il y ait un débat démocratique qui soit possible sur quelque sujet que ce soit, il faut que tout le monde puisse accéder à une information suffisamment complète, suffisamment fiable pour se faire sa propre opinion, son propre avis. Et donc, là aussi, il y a peut-être une culture politique à Liège, en Wallonie, qui est parfois une culture de la rétention d'infos, où l'info vraiment précise et importante, on n'y accède pas facilement. Par exemple, dans les dossiers d'urbanisme, on a toujours du mal aujourd'hui à faire en sorte que tous les documents relatifs aux dossiers qui intéressent les gens soient accessibles facilement en ligne. Très souvent, il faut encore se rendre à l'administration pendant les heures de bureau. On n'a pas le droit de faire des photocopies ou des photos des documents. Ça, c'est évidemment des conditions qui ne permettent pas une participation de toutes et tous. Voilà. Et puis, peut-être qu'on pourrait dire un mot aussi des processus délibératifs qui sont basés sur un tirage au sort. Je trouve que c'est des choses intéressantes qui ont plutôt donné des résultats positifs. Simplement, il ne faut pas perdre de vue par rapport à ces questions-là que la démocratie, c'est aussi un rapport de force. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas juste se mettre d'accord sur quelques idées, c'est aussi trouver les leviers qui permettent de concrétiser ces idées. Et aujourd'hui, ces leviers, ils consistent parfois à s'affronter durement avec des pouvoirs économiques. Je sais pas, tout le monde, par exemple, je crois, est d'accord pour dire qu'il faut une eau potable de qualité et que la présence des PFAS, c'est quand même un vrai souci. Pourtant, les PFAS, ils sont toujours pas interdits. Tous les scientifiques disent qu'il faudrait interdire purement et simplement l'utilisation, la commercialisation, etc. des PFAS. C'est toujours pas le cas. Et là, il faut se rendre compte que sur des dossiers comme cela et sur plein de dossiers, à un moment, pour gagner, il faut mettre en place un rapport de force. C'est-à-dire, il faut se regrouper de façon nombreuse et avoir une capacité d'action dans la durée. Et en fait, un parti politique, c'est ça. Un parti politique, c'est l'outil qui permet ça et qui permet, alors c'est un mot un peu compliqué, mais une historicité du combat. C'est-à-dire d'inscrire le combat politique dans la durée. Vous voyez, les grandes conquêtes sociales, je sais pas, le droit de vote pour toutes et tous, la sécurité sociale, enfin, les grands sujets sur lesquels on a obtenu des avancées sociales, c'est des choses qui se sont construites sur plusieurs générations. C'est pas des choses qui ont comme ça du jour au lendemain. Et moi, ça m'importe beaucoup d'inscrire mon action politique dans le temps long, c'est-à-dire de m'appuyer et de poursuivre le travail que d'autres ont fait avant moi, et de savoir que je pourrais transmettre le relais à d'autres sur toute une série de combats. Et voilà. Et donc, j'attire quand même l'attention, peut-être pour clôturer là-dessus, sur le fait que la démocratie, c'est pas juste un processus irénique, un processus voilà, la démocratie a à voir avec le conflit. La démocratie, à un moment, elle met en présence des forces antagonistes qui ne sont pas d'accord entre elles, qui ne sont fondamentalement pas d'accord entre elles. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de combat politique. Chez beaucoup de gens disent, ouais, un combat, moi je veux pas. Moi, la démocratie, c'est pas un combat. En fait, si. De fait, si. La démocratie, c'est un combat parce que pour imposer les droits du plus grand nombre, pour imposer le droit de l'environnement, etc., à un certain moment, il va falloir faire reculer certains intérêts.
Et si vous deviez nous expliquer en quelques mots comment vous faites pour concilier votre rôle d'élu et votre engagement militant? Alors, mon rôle d'élu, pour moi, est un engagement militant. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la suite, dans la continuité d'un engagement de très long terme qu'il m'a semblé pertinent de porter mon engagement sur le terrain politique. Et donc, c'est comme ça que je le vis. D'ailleurs, je suis élu, mais je suis un fantassin de la démocratie. Moi, je suis un conseiller communal, donc c'est vraiment le plus bas niveau de l'élection. C'est pas du tout un rôle professionnel, par exemple. On n'est pas payé, on reçoit pas un salaire sur des jetons de présence qui grosso modo couvrent les frais qu'on a pour assumer ce mandat. Et donc, voilà, moi, je suis animé c'est quelque chose de difficile, d'assumer un mandat. C'est prenant, c'est contradictoire, ça envahit la vie beaucoup plus qu'on ne le veut, et pas seulement la sienne, aussi celle de ses proches, etc. Et donc on le fait parce qu'on y croit, parce qu'on y croit vraiment, parce qu'on se lève le matin en se disant ça a du sens de faire ça, je veux, voilà. Et puis alors on s'accroche à des dossiers, on se dit je vais faire progresser ce truc-là, on en parle, on écrit des notes, on trouve des alliés, on parvient à faire voter un truc, et puis on se rend compte que l'idée progresse, et puis il y a un journaliste qui en parle, etc. Enfin, il y a un peu un côté ludique dans la politique. On se prend au jeu, vous voyez, on est emporté par le truc. Voilà, et je sais aussi que la politique, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est essentiel, je crois. C'est quand on fait de la politique, il faut être prêt chaque jour à tomber dans ses idées. Chaque jour, il faut être prêt à se dire, je m'arrêterai si les conditions ne sont pas réunies pour continuer. Et voilà, pour tout vous dire, je sais pas si j'ai eu le droit à une grosse polémique. Enfin, à chaque élection, je me suis présenté en 2012. En 2012, c'était un peu vraiment la continuité de combat mené sur l'autoroute, sur le tram. On a vraiment envie de faire entendre, avec une série de personnes qui m'entouraient, une série d'idées dans l'espace liégeois. En 2018, on s'est posé la question, est-ce qu'on se représente aux élections? Et c'était pas évident, parce que d'abord, la première législature avait été très dure. C'est un engagement vraiment énorme, qui n'a pas été sans difficulté. Enfin voilà, le collectif Vega dans lequel j'étais a connu des difficultés, etc. Et donc on s'est posé la question, on se l'est posé ouvertement. On a dit aux gens qui nous suivaient, voilà, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de continuer? C'était pas quelque chose d'évident pour nous de continuer. Et alors la presse a fait ses choux gras de la chose en disant François Schröer ne sait pas ce qu'il veut, etc. Et donc ils ont insisté sur la faiblesse, sur l'incertitude, sur le doute, etc. Moi c'est vraiment quelque chose que j'assume, de dire que l'engagement politique doit toujours être questionné. Est-ce que c'est encore une bonne chose de le faire? Est-ce que les conditions sont encore réunies pour que cette action ait du sens? Et donc, en 2024, pareil, on a fait le choix avec Vega, l'Assemblée de Vega a voté l'idée de soutenir des listes d'union de gauche. On s'est retrouvé sur les listes socialistes. Donc maintenant, moi, je suis un élu socialiste, par choix collectif. C'est pas du tout une histoire individuelle, c'est vraiment un choix posé par Vega dans son ensemble, en observant la droitisation du paysage, avec l'idée qu'on ne voulait pas qu'une liste qu'on aurait déposée, par exemple, au régional, ait pour effet de faire basculer un siège vers la droite. Et je crois qu'on a bien fait. Mais donc, on s'est présenté au régional. Le résultat n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on espérait. Il y avait 7500 personnes qui nous avaient suivis en 2018 sur l'arrondissement, évidemment sur des listes pas tout à fait comparables, communales et provinciales, avec beaucoup plus de candidats, etc. Mais n'empêche. Et on s'était dit, bon voilà, on espère quand même que, disons, 2/3 de ces gens, donc environ 5000 personnes nous suivront, et puis on espère aller peut-être chercher quelques électeurs socialistes qui apprécieront la démarche qu'on mène, etc. Donc, on visait, je dirais, sur 5500, 6000, 6500 voix, sur ma candidature et sur celle de Delal Baloul, qui était notre candidate à la Chambre. Et on n'a pas du tout atteint cet objectif. Moi, j'ai fait 3300 voix au régional, c'est-à-dire que la majorité des gens qui avaient suivi Vega en 2018 ne nous ont plus suivis, probablement environ 1/3 nous ont suivis. Et donc, face à ça, moi, je trouve que on ne pouvait pas faire l'économie d'un temps de questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on s'est trompé? Et par conséquent, j'ai fait savoir d'abord un épuisement.
Cette campagne m'avait vraiment mis sur les genoux, je l'ai dit. Et ensuite, j'ai discuté avec plein de gens, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là, est-ce que je retourne au communal ou pas. Et donc j'ai eu droit à, je crois, 6 ou 7 articles dans la Meuse sur le thème François Schröer, l'élu qui ne sait pas ce qu'il veut, François Schröer retourne encore sa veste, ou enfin de sortes de trucs comme ça. Et encore aujourd'hui, j'assume et je pense qu'il y aura encore d'autres phases dans mon parcours politique où j'exprimerai un moment d'incertitude, où je le dirai et où j'en discuterai avec les gens qui me soutiennent. Et puis on est arrivé à une conclusion, c'était que voilà, il était quand même souhaitable d'encore repartir au communal, parce que pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on n'avait pas envie que la ville de Liège bascule à droite. Et donc on s'est dit, il vaut mieux faire bloc nombreux autour du PS pour que le PS garantisse un socle de gauche. Voilà, après la majorité est ce qu'elle est, et c'était pas le choix que j'avais défendu pour ma part, mais voilà, en gros, ce qu'il en est de mon engagement militant. Je suis désolé, je suis un peu long, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Et quelle est votre vision pour Liège en 2030? Alors, 2030, c'est demain déjà. Hein. 2030, c'est la fin de la mandature communale, donc je vais vous dire que ma vision n'est pas extrêmement optimiste, parce qu'on vit aujourd'hui sous une austérité budgétaire qui va priver la ville de la plupart des moyens dont elle a besoin. Et donc, une grande partie des investissements qu'on devrait pouvoir faire, on va pas pouvoir les faire d'ici 2030. Et de surcroît, il y a quand même un cataclysme social qui arrive, notamment avec les exclusions du chômage. Mais il n'y a pas que le chômage, il va y avoir aussi des attaques contre les personnes malades, contre les pensionnés, etc. Et donc, moi, je pense qu'on va assister à un appauvrissement de la ville. On va voir beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des situations inextricables, complètement très 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 difficiles. Ça va faire fortement augmenter le niveau de conflictualité sociale. Ça va probablement aussi avoir des conséquences en termes de petite criminalité, etc. Plein de gens vont se retrouver dos au mur en ne sachant plus quoi faire. Et face à ça, les moyens de la ville sont très limités. Donc moi, j'ai beaucoup d'idées sur ce que je voudrais, et je serais très heureux de vous en parler. Et voilà. Mais je suis pas très optimiste. Alors, il peut encore, voilà, on va voir comment les choses vont évoluer. On va voir si les engagés vont suivre le MR dans sa dérive liberticide, jusqu'où ils vont aller, dans sa dérive de destruction des droits sociaux, dans sa dérive de destruction des libertés publiques. Ils sont clairement engagés là-dedans. Voilà, jusqu'où est-ce que les engagés vont tolérer ça, je ne sais pas. C'est d'eux que ça dépend. Hein. C'est les engagés qui étaient soi-disant un parti centriste, un parti proche de la CSC, un parti avec des figures syndicales, est aujourd'hui la béquille d'un parti qui est activement engagé dans la démolition de tout notre modèle social. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même des perspectives. Peut-être pas à 2030, mais un peu plus long terme, mais il faut travailler ces perspectives. Il faut travailler le long terme, et moi, c'est peut-être une des choses qui marque le plus mon engagement politique, c'est cette volonté d'inscrire l'action politique dans une vision de long et de très long terme. Ça consiste à anticiper les défis qui arrivent. Il y a clairement un enjeu climatique qui se pose aujourd'hui. Il s'est manifesté avec les inondations. On doit apprendre à rendre la ville plus résiliente face aux inondations. On doit tirer des expériences, faire une analyse détaillée, circonstanciée de la gestion de la crise, de l'après-inondation, pour réfléchir à la manière dont on peut rendre la ville moins vulnérable à ce risque-là qui demeure, et voilà, dont on sait qu'il y a un risque de voir ces inondations revenir 1, 2, 3 fois au cours du siècle qui vient. Le réchauffement climatique, c'est aussi les lots de chaleur urbains, c'est-à-dire la surchauffe en été. Mais là aussi, il y a un travail à faire, et c'est un travail vital, parce que si on ne le fait pas, en fait, tous les gens qui peuvent se le permettre quitteront la ville. Et donc, mais à l'inverse, la ville peut aussi être un endroit vraiment de résilience, qui par exemple permet de se passer d'une voiture, qui permet dans un monde où l'énergie va coûter plus cher, de se chauffer plus facilement. Et donc, moi, ce que je défends par rapport à ça, c'est par exemple le réseau de chaleur urbain, qui serait aussi un réseau de fraîcheur en été, ce qui permettrait de se passer de la climatisation, de réduire l'effet de chaleur
auquel la climatisation contribue beaucoup. Je pense qu'il faut planter beaucoup, planter pas uniquement là où on a beaucoup de place, mais aussi planter des alignements dans les rues, des alignements d'arbres, ça va être absolument vital. Je pense que le réseau cyclable participe aussi de cet avenir souhaitable. Il faut développer le réseau de transport public. Alors, on n'en a pas parlé, mais vous savez que la deuxième ligne de tram est pour moi vraiment un combat cardinal. Une deuxième ligne qui desservait le quartier populaire, la rive droite qui amènerait de la capacité dans des quartiers comme Sainte-Marguerite, Buranville, Le Landau, Grivigné-Bas, Outremeuse, etc. Des quartiers où on a une énorme demande de transport public, où on a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture aussi, un taux de motorisation très très faible. Et de façon générale, je pense qu'on doit se rendre compte qu'on est vraiment à une époque charnière. Et on a encore aujourd'hui, en fait, on est encore dans une société assez riche. Et pour anticiper ce qui arrive en termes climatiques, en termes énergétiques, etc., il faut investir. Il faut investir dans les technologies de demain, il faut permettre à une économie nouvelle de se déployer, de produire les emplois qui seront les emplois de demain, qui sont les emplois d'une nouvelle forme d'industrie. Mais moi, je crois à l'investissement public. Je crois qu'on doit beaucoup investir dans des outils, dans des infrastructures, et c'est ces infrastructures-là qui produiront notre prospérité, notre confort, ou simplement notre survie dans un monde à plus 3 degrés ou à plus 4 degrés, comme on risque de s'y retrouver, enfin, nous, nos enfants ou nos petits-enfants. Voilà, mais donc 2030, je suis désolé, hein, c'est pas rigolo, mais je pense que c'est une échéance, un horizon dans lequel on va plutôt être dans une logique défensive. On va essayer de préserver tout ce qu'on peut, mais il n'y aura pas de grande capacité de transformer la ville dans le contexte actuel, dans le contexte budgétaire actuel, où on a fait le choix, en fait, de consacrer des milliards d'euros à des baisses d'impôts, de détruire le financement de la sécurité sociale, etc. Et donc, ça se traduit par des retours, notamment sur le niveau local. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est là-dessus qu'il faut conclure, parce que c'est un peu tristouné, mais peut-être qu'on peut dire un mot quand même de la métropole et de l'autonomie communale par rapport à ça, pour retourner ces enjeux-là d'une façon plus positive. L'autonomie communale, c'est un très vieux principe constitutionnel et même pré-constitutionnel, en fait. C'est les chartes du Moyen-Âge. C'est la conquête de l'indépendance politique par les villes. C'est quelque chose de vraiment fondamental dans notre culture politique. L'autonomie communale, c'est l'idée de dire que, à l'échelle d'une commune, nous avons le droit de décider ensemble. Si on reformule ça de façon contemporaine, on peut dire que la ville appartient à ses habitants. On peut formuler ça sous l'angle du droit à la ville, la notion de droit à la ville qui vient d'un philosophe qui s'appelle Henri Lefebvre. C'est une idée de démocratie, une idée fondamentale de démocratie locale. Et cette idée, aujourd'hui, elle est un peu battue en brèche, notamment par l'intrication des niveaux de pouvoir. On voit que pour faire quoi que ce soit à Liège, on a besoin de l'autorisation de la tutelle, on a besoin de subsides de niveau supérieur. On voit aussi que les mesures prises par le gouvernement fédéral ou le gouvernement régional, en fait, ont des impacts sur les finances communales sur lesquels on ne demande absolument pas notre avis. Et donc, restaurer cette idée d'autorité locale, de démocratie locale, d'autonomie communale, ça me semble vraiment un horizon qui peut rassembler. Parce que c'est une démocratie qui est accessible à tous. C'est une démocratie concrète, c'est une démocratie du quotidien. Et cette démocratie, aujourd'hui, à mon sens, elle a besoin de se réinventer à l'échelle de la métropole. La métropole, c'est quoi? Alors, ça peut être beaucoup de choses. Le terme métropole, il renvoie à plein de choses. Mais donc, il y a des gens qui font un usage très technocratique du mot métropole, vous voyez, en parlant de la métropole comme d'un outil de gouvernance, comme d'un moyen de gestion, etc. Moi, je pense la métropole d'abord comme un outil démocratique. La métropole, c'est l'idée de reconnaître que nous formons une communauté humaine à l'échelle des grands flux urbains. Nous partageons un réseau de soins, un réseau de distribution d'eau, un réseau d'électricité, etc. Toutes ces choses sont interdépendantes. Nous sommes interdépendants. Quelqu'un qui habite Liège, Serein, Anse, Herstal, Fléron, Chaudfontaine, en fait, vit dans la même réalité liégeoise. Et cette réalité, aujourd'hui, elle est largement gérée par exemple, les intercommunales. Les intercommunales, c'est un outil qui a beaucoup... c'est un mot qui est aussi un peu déprécié aujourd'hui, hein, quand on dit intercommunal, on n'a pas forcément des images positives qui viennent en tête. C'est des outils qui pourtant fonctionnent plutôt bien,
c'est des outils qui sont plutôt efficaces, mais il leur manque un truc essentiel, c'est la démocratie. Les intercommunales, c'est des sociétés, et elles sont chargées de fonctionner en fonction de leur intérêt social. Voilà. Les intercommunales, même légalement, ne sont pas pensées comme contribuant au bien commun à l'échelle de l'agglomération. Et donc, moi, je plaide pour aller vers un modèle métropolitain, qui soit un modèle, d'une part, dans lequel on restaure une idée de contrôle démocratique sur ces intercommunales, et dont ces intercommunales pourraient devenir, en quelque sorte, les départements, pour retrouver un principe de service public plein et entier, et plus un principe de délégation avec des sociétés, certes de statut public, mais qui relèvent quand même du droit commercial, etc. Et donc, cette idée de métropole, c'est à mon avis c'est l'horizon le plus intéressant. Parce que c'est à l'échelle de la métropole, par exemple, on a commencé l'entretien en parlant de mobilité. Une des grandes raisons pour lesquelles la mobilité fonctionne mal à Liège, c'est qu'elle est gérée depuis Namur. Et Namur n'aime pas Liège, c'est comme ça, les institutions namuroises se sentent en permanence concurrencées par la métropole liégeoise, n'a pas envie de permettre l'émergence de la métropole liégeoise, on le voit, on le revoit, c'est vraiment quelque chose d'archi démontré. Et donc l'idée d'avoir à l'échelle liégeoise une capacité à s'organiser, une capacité à déployer les outils dont on a besoin, par exemple en termes de transport public, par exemple gérer un réseau de tram efficace à l'instar de toutes les métropoles françaises. On serait en France, on en serait à notre 6e, 7e ou 8e ligne de tram. Et donc, avoir cet outil, à mon sens, c'est l'avenir. Et donc, je sais que beaucoup de gens, en entendant ça, métropole, c'est quoi cette affaire, un truc de politicien, etc. Je les invite à comprendre que construire une métropole, c'est construire l'outil démocratique qui permettra de construire les outils du quotidien dont nous avons besoin pour demain avoir une ville verte, une ville dans laquelle on circule plus facilement, une ville qui se porte bien économiquement, une ville dans laquelle il y a des perspectives d'emploi, des solutions de logement, etc. À mon sens, c'est vraiment ça la clé. Merci beaucoup Françoise Cruère d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine.